Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Vous avez lu pour nous le nouvel essai du sociologue et philosophe français Raphaël Liogier. C'est un spécialiste du religieux que nous avons interviewé en novembre 2012 pour son essai Le mythe des civilisations, le mythe de l'islam, pardon. Voilà. Le mythe de l'islam, où il déconstruisait ce mythe très présent en France qui veut que la France est en train de basculer vers l'islam. Évidemment, Michel Houellebecq a fait un roman là-dessus, Soumission. Il publie un nouvel essai intitulé La guerre des civilisations n'aura pas lieu, où cette fois, il s'attaque à cette croyance dont l'auteur américain Samuel Huntington a beaucoup participé à propager, c'est-à-dire... Le clash entre l'islam et l'Occident, entre le monde oriental et le monde occidental. Ce que Liogier nous dit, au fond, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, à une époque de globalisation, l'autre n'est peut-être plus si lointain de nous et que, justement, il existe maintenant, aujourd'hui, en 2016, une seule et grande même civilisation mondiale traversée par des courants de pensée, notamment dans le phénomène religieux. Et il déconstruit donc ce mythe du clash entre deux blocs. Oui, ce qui a changé, dit-il aussi, c'est l'appartenance au territoire, alors que les frontières sont de plus en plus poreuses. Absolument, absolument. Oui, donc, c'est très intéressant. C'est vraiment une vache fascinante. Merci et bienvenue à tous. On en parle? On en parle. Le 28 novembre 2012, nous avons interviewé le sociologue et philosophe français Raphaël Liogier pour son essai Le mythe de l'islamisation, où il déconstruisait l'idée reçue, recherche à l'appui d'ailleurs, qui veut que la France est en train de basculer vers l'islam. Alors le voici de retour avec un essai intitulé La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au 21e siècle, où il s'en prend cette fois au discours très répandu que Daesh et les actes de terrorisme sont de l'ordre d'une guerre des civilisations, comme l'a affirmé le premier ministre français Manuel Valls au lendemain des attentats de Paris. Il fait référence évidemment à cet ouvrage de Samuel Huntington que tout le monde cite, paru en 1992, Le choc des civilisations, Occident et Orient. Alors, nous avons demandé à Pierre-Luc Brisson, étudiant en histoire ancienne, candidat à la maîtrise en histoire ancienne à l'UQAM, de lire cet essai de Raphaël Liogier. Rappelons d'abord le discours d'Huntington, puisque c'est ce qu'il déconstruit d'emblée, Liogier. Oui, exact. Donc, le titre même de l'essai, il fait référence, c'est-à-dire la guerre des civilisations. Samuel Huntington était un politologue américain. Il est décédé en 2008. Il a enseigné à Columbia, il a enseigné à Harvard. Il a une grande carrière universitaire. Il a été proche de la Maison-Blanche de Jimmy Carter à une certaine année. Il a tenu des discours ou des opinions assez condamnables durant la guerre du Vietnam. Il s'est fait le promoteur de la défoliation, du carpet bombing au Vietnam. Qu'est-ce que c'était le carpet bombing? C'est-à-dire que, ça le dit, carpet bombing. Oui. Donc, on bombarde sans nuance, etc. Donc, on tapisse de bombes le Vietnam pour empêcher l'avancée du Viet Cong. Donc, c'est un intellectuel qui a quand même pris des positions assez conservatrices. Et vous l'avez dit, en 1992-93. Il publie d'abord dans Foreign Affairs. Il a même cofondé Foreign Policy, qu'il a co-dirigé jusqu'en 1977. Et donc, il publie un premier article en 92 qui sera suivi d'un essai en bonne et due forme en 93 qui s'appelle The Clash of Civilizations, dans lequel il postule l'idée suivante, c'est-à-dire que les grands conflits mondiaux du 20e siècle ont suivi plusieurs dynamiques. D'abord, la dynamique des nationalismes, avec la construction de l'État-nation au 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, on a des conflits qui opposent des États-nations. Ensuite, une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, la révolution communiste bolchevique qui a lieu en 1917 en Russie, on a vraiment une confrontation entre deux blocs idéologiques, le bloc capitaliste et le bloc communiste. Oui. Avec l'effondrement du mur de Berlin, le démembrement de l'URSS. On est 3 ans après, lorsqu'il commence à réfléchir et qu'il écrit cet article dans Foreign Policy. Exact. On entre dans une dynamique qui est complètement différente, qui serait maintenant celle d'une opposition sur la scène internationale entre grands blocs civilisationnels, qui seraient au fond articulés autour, d'une culture partagée, mais surtout de blocs religieux. Donc, on aurait un bloc occidental chrétien, on aurait un bloc oriental qui serait plutôt bouddhiste, un bloc africain, un bloc proche-oriental musulman, etc. Donc, et ce que Huntington postule, c'est que si on veut éviter à l'avenir sur la scène internationale de grands conflits mondiaux, militaires, chacun de ces blocs-là devrait éviter autant que possible d'intervenir dans la sphère d'influence des autres grands blocs civilisationnels. Ouais.
Donc, tout le monde reste chez soi. Tout le monde et on maintient une certaine paix relative. Absolument. Beaucoup de politologues, penseurs, intellectuels ou des gens plutôt des corps diplomatiques, par exemple, comme Robert Fowler, que nous avons accueilli sur ce plateau alors qu'il publiait Ma saison en enfer en 2013. Rappelons que c'est un diplomate canadien qui a été fait captif d'Al-Qaïda pendant de longs mois, disait avoir lu à l'époque de la parution cet article dans Foreign Policy d'Huntington avant que ça devienne un livre et d'avoir rejeté d'emblée cette vision d'un nouvel ordre mondial. Et après son passage comme captif, comme otage chez Al-Qaïda, il dit, je commence à trouver qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que les djihadistes qu'il a côtoyés à l'époque d'Al-Qaïda vivaient d'une toute autre façon au point de vue spirituel, philosophique, avaient d'autres valeurs, d'autres façons de voir le monde, un autre rapport au temps, disait-il, qui est très différent du nôtre et que forcément, ça allait créer un choc avec nous. Ce que Lee Augier ne... Déconstruit totalement. Je ne suis pas convaincu qu'il serait en opposition avec cette vision-là. Avec ce que dit Fowler. Oui, exactement. Mais ce que Lee Augier dit, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de considérer le problème ou le phénomène du terrorisme international comme étant celui d'une confrontation entre deux cultures distinctes. Ouais. Ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, en 2016, à une époque de mondialisation, de globalisation des échanges, d'Internet, de globalisation des moyens de transport et de communication, même une certaine homogénéisation d'une culture mondiale, qu'on pourrait dire occidentale ou nord-américaine. Il cite l'exemple de sa fille quand il accorde des entretiens en Europe. Il dit, ma fille a plus de liens avec une jeune japonaise. Qui lit des mangas qu'avec notre voisine de palier. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2016, à l'époque de la globalisation des échanges et de la culture, d'analyser le phénomène de la radicalisation, le phénomène terroriste comme étant une opposition entre deux blocs complètement distincts, ça ne peut pas tenir et qu'il faut envisager la chose d'un point de vue plutôt mondial. Ouais. Voilà. Alors, il dit qu'en fait, il y a trois tendances à travers le monde qui nous réunissent tous, le radicalisme, le charismatisme ou le spiritualisme. Ouais, ce que nos spécialistes du phénomène religieux pourront sans doute confirmer. Oui. Il est directeur de l'Observatoire du religieux en France, Lee Augier. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'un phénomène comme Daesh ou un phénomène du radicalisme islamique, appelons-le ainsi, n'est pas différent de ce qu'on observe dans les autres grands monothéismes de par le monde, puisque si on parle justement d'une globalisation des échanges et de la culture, il y a aussi une globalisation des phénomènes qui traversent les grandes religions. On parle de spiritualisme, le soufisme en est un très bon exemple. On parle de charismatisme. Ou toutes les tendances Nouvel Âge en Occident, exactement, par exemple. Exactement. Le spiritualisme, pour Lee Augier, c'est vraiment une tendance qui s'observe en Amérique du Nord et en Europe, le New Age, là, exactement. Le charismatisme serait plutôt une tendance religieuse qui s'observerait dans les pays, appelons-les du tiers-monde ou en développement. Amérique du Sud, où les mouvements les mouvements évangéliques chrétiens sont vraiment sur une ère d'aller, sur une lancée, ce qui pose d'ailleurs un très grand problème à l'Église catholique, en Afrique notamment, et la mouvance fondamentaliste qui, elle, serait en réaction notamment à un certain héritage colonial, par exemple, des grandes civilisations européennes, des grandes puissances coloniales européennes, notamment au Maghreb et au Proche et au Moyen-Orient. Donc, ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas analyser le phénomène islamique, le phénomène terroriste, en faisant abstraction de grands mouvements intellectuels, de grands mouvements religieux qui traversent tous les grands monothéismes et qui traversent l'ensemble des continents et l'ensemble des cultures. Et donc, il a toujours comme souci de prendre ce problème-là du radicalisme et du terrorisme et de l'étendre à une échelle plus globale. Oui, mais comment préconise-t-il qu'on regarde donc les capacités ou les possibilités de conflit, par exemple, à la lumière de ses conclusions? Parce qu'il va assez loin, généralement. C'est le cas dans le mythe de l'islamisation. Il va assez loin dans ses conclusions et c'est là où moi, je ne le suis pas du tout. Ce qu'il préconise en fin d'essai, c'est que à problèmes mondiaux et globaux, solution mondiale et globale. Et donc, pour lui, il préconise la mise en place d'un gouvernement mondial, C'est pas le premier. Certains économistes préconisent la même chose. Absolument, d'une gouvernance mondiale qui serait au-delà même de ce que sont les Nations Unies aujourd'hui, avec un gouvernement mondial qui aurait puissance et pouvoir pour confronter ces grands problèmes-là. C'est de la science-fiction. On est dans l'ordre, on est tout à fait dans l'ordre de la politique fiction et quand on regarde notamment
en Europe ou même en Amérique du Nord, on parlait tantôt du phénomène de Donald Trump et du phénomène d'autoritarisme aux États-Unis, quand on regarde la réaction identitaire qui court présentement en Europe, que ce soit sur la question des migrants, que ce soit sur la question du religieux ou sur la question économique, on peut parler en effet de politique fiction. Il soutient sa thèse en fait parce qu'il dit on vit de moins en moins en appartenance avec un territoire. D'où sa théorie d'un gouvernement qui contrôle global, là, il parle indépendamment des nations et des territoires. Il parle de phénomènes détérioralisés. Et Daesh en est un très bon exemple, c'est-à-dire que Al-Qaïda, à une certaine époque, et on me corrigera, Al-Qaïda était vraiment ancré dans une approche radicale, avec une certaine approche théologique du phénomène islamique, alors que Daesh, aujourd'hui, profite de toutes les grandes infrastructures de communication mondiale, Internet, les médias sociaux, afin de se mettre en scène. Il y a un véritable marketing qui est fait autour des exploits morbides, mais mettons les choses en contexte, mais exploits de Daesh, et qui parle à une certaine forme de nihilisme chez les jeunes Européens ou chez les jeunes Nord-Américains qui n'ont absolument aucun ancrage religieux réel dans ce qu'est le Coran ou dans ce qu'est l'islam. Ça parle plutôt à leur pulsion nihiliste. Et on le mesure, la plupart des terroristes de Paris en novembre dernier, ou même ceux qui ont quitté le collège Maisonneuve récemment à Montréal, c'est des gens qui ont une pratique très nouvelle de l'islam, qui en ont une vision très impressionniste et qui n'ont pas du tout un ancrage religieux très puissant. Michael Nafi. Oui, moi je voulais réagir sur deux choses. D'abord, je vous remercie beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir souligné une chose extrêmement importante sur la thèse de Huntington, c'est qu'on oublie toujours que c'est une thèse non interventionniste. Ça, on l'oublie, cet élément-là, c'est essentiel. Ben oui, parce qu'on s'en sert pour intervenir, c'est ce qu'a fait Manuel Valls, d'une certaine façon. À contre-courant de ce qu'il préconisait. Donc c'est un premier élément. Pour ce qui est du livre, moi j'aime beaucoup évidemment ce que fait Liogé, même si la partie, comme vous dites, normative, après il y a boire et manger. Aviez-vous lu le mythe de l'islamisation? Oui, donc c'est intéressant quand même. De près, ce livre-là, je l'ai pas lu, mais je suis de près ce qu'il dit. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui coulent de sens. Enfin, c'est le bon sens. Mais comme c'est un sociologue, il amène des recherches très précises, statistiques. Exactement. Oui. Exactement. Et je trouve que effectivement, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il dit les solutions ne peuvent pas être uniquement à l'échelle nationale. Donc c'est vrai que peut-être il va un peu trop loin. Comment est-ce qu'on contre ça? Comment est-ce qu'on Mais c'est vrai que ça prend une entente globale. Oui. Et alors, on peut lui reprocher ça. Il n'y a pas de gouvernement international, c'est de l'utopie. Mais en même temps, on réalise sur le plan économique la globalisation. Ça, on le fait à grande échelle. Et par contre, effectivement, sur le plan réglementaire du droit international, nous n'avons pas atteint ça. Donc non, moi je trouve que c'est bien que des gens comme Liogé continuent de pousser. Donc on réfléchisse à une échelle globale, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas se concentrer dans une posture de repli identitaire comme on le voit en Europe. Ça me semble absolument évident. Il écrit de façon aussi très accessible, Liogé, il faut le préciser. Donc c'est accessible pour l'ensemble des auditeurs, pas seulement pour les bêtes et les rats de bibliothèque comme vous, Pierre-Luc. Précisons-le, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs universitaires qui écrivent des essais dont les thèmes sont fascinants, puis on commence à les lire puis on comprend rien. Il définit très bien ses concepts d'entrée de jeu dans le premier chapitre, et c'est très intéressant le point sur Huntington et sur la non-intervention. C'est vrai. C'est-à-dire que une certaine droite conservatrice reproche à des gens comme Liogé d'être des relativistes culturels, de ne pas croire aux identités, etc. Et Liogé dit, au contraire, le relativisme culturel, la base, l'étymologie même du relativisme, c'est la notion de relation. On est pour des relations entre les cultures et contrairement aux différentialistes comme Huntington qui postulent qu'il ne fallait pas intervenir dans les champs civilisationnels. Que la communication sera de toute façon difficile. On peut permettre l'excision en Afrique parce que de toute façon, il faut respecter ces pratiques culturelles-là, civilisationnelles-là. Le relativisme culturel que professe un Liogé, par exemple, dit, puisque le relativisme, c'est le rapport entre les cultures, ce qui est inacceptable dans notre culture doit l'être aussi chez les autres. C'est-à-dire que on ne peut pas permettre l'excision en Occident et le tolérer ailleurs. Donc, il déconstruit notamment le discours d'une certaine droite conservatrice qui reproche à des sociologues, et on parlait tantôt de ceux qui... Et il tient compte de la cohabitation, parce que c'est réel, effectivement. On peut pas supposer que ces phénomènes-là existent ailleurs ou à l'étranger, à partir du moment où il y a des immigrants, il y a des cultures qui se côtoient. À partir du moment où les frontières sont de plus en plus poreuses, où justement les grands blocs ne tiennent plus, justement l'autre n'est plus ailleurs, il est chez nous aussi, et donc ce dialogue-là est nécessaire. Comment peut-on vivre ensemble? Oui, Sonia Sarah-Lipsic. Moi, ce que je comprends pas, c'est en vous écoutant, et vraiment, j'apprécie votre clarté. C'est pourquoi est-ce que on oppose Manuel Valls
c'est ma fibre un peu française quand même qui me fait réagir. Vous n'êtes pas marocaine, vous? Non, je suis née française au Maroc. Ah oui, bon, bravo. Bon, mais on oppose Manuel Valls parce qu'il a fait référence à la guerre des civilisations. Mais justement, c'est dans son explication, évidemment, de l'attitude française face aux actes terroristes. Mais c'est là où je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté, parce que on se rend compte que cette guerre de civilisation n'oppose pas, peut-être dans son esprit, l'Occident et l'Orient, mais à l'intérieur même d'une civilisation, des valeurs différentes. Et c'est pour celle-là qu'il faut se battre. Et ça, c'est vrai. C'est ma lecture de ce que j'ai entendu de Manuel Valls. Oui. Alors, je n'ai pas cette lecture de Manuel Valls. Je voudrais d'ailleurs vous citer, si je peux me permettre, justement parce qu'il écrit pour un public français, c'est très important de le rappeler. Il y a un article dans Observateur. Il parle de la France, en fait. Tout à fait. Il y a un article d'une sociologue française qui a lu le livre et qui, on pourra peut-être poster le lien, sur le site du Nouvel Observateur, et je vais juste la lire très rapidement. Elle dit plutôt, en parlant du lit de Logier, il préconise donc une politique, il dit qu'il y a une politique alimentée par le fantasme de la guerre de civilisation et non par un diagnostic de la situation. En témoignent les discours politiques sur la fermeture des mosquées, quand bien même la plupart des nouveaux terroristes ne sont pas des pratiquants assidus, sur l'interdiction de l'arabe alors qu'aucun des terroristes français du 13 novembre n'ont eu accès à cette langue, ou, et ça c'est ça c'est Manuel Valls, la dernière chose, ou la déchéance de nationalité, comme si un individu prêt à perdre la vie pourrait avoir peur qu'on le prive de sa nationalité. C'est de ça aussi qu'il s'agit du côté de Manuel Valls. Quand Lioggier parle du choc des civilisations, il nous ramène aussi au gouvernement de Sarkozy et à Claude Guéant, son ancien ministre de l'Intérieur, qui avait postulé, et in texto à peu près, qu'il existait des civilisations supérieures à d'autres et que la civilisation française en était une de par les valeurs humanistes qu'elle prétendait encore porter. Donc, Guéant le mettait non pas dans un discours qui s'adressait à la communauté nationale française, mais qui avait vocation universaliste. Ça rappelle le discours de George Bush pour justifier l'invasion de l'Irak, disait on va aller leur imposer ou leur donner nos valeurs démocratiques. Thomas Leblanc. Moi, je ne suis pas du tout un expert de ces questions-là, mais ce qui me fascine, ce sont les esthétiques. Donc, les esthétiques nationales, les esthétiques religieuses. Pourquoi un individu choisirait une esthétique plutôt qu'une autre? L'esthétique de la guerre aussi, c'est que finalement, c'est l'image qui finit par primer dans tout ça. Après ça, est-ce qu'il y a un choc de civilisation ou non? C'est des questions très intéressantes. Daesh est passé main dans l'art du marketing, du marketing violent. Absolument. Et de la gestion de l'image et de la mise en scène, certainement. La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Coexistence et violence au 21e siècle de Raphaël Lioggier. C'est publié chez CNRS Édition, évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Luc Buisson. Toujours un plaisir. Sur ICI Radio-Canada, première. Plus on est de fous, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault.